Et mariage annulé en raison de la guerre, qui paye, qui sort perdant? Donc c'est une question qui est d'une très d'actualité, c'est qu'on traverse en ce moment tous une période où le cours de la vie est complètement bousculé et tous les domaines de la vie sont touchés, y compris les mariages. Donc tous ces couples-là qui attendaient le jour du mariage se retrouvent bloqués face à ces décrets en raison de sécurité, décrets sécuritaires, se trouvent bloqués par rapport aux salles de réception qui annulent donc les mariages. Et la question est qui va payer le prix, qui va sortir perdant? D'un côté, le propriétaire de la salle, écoutez, vous avez signé un contrat, donc vous devez accomplir le contrat, vous devez payer en tout cas une bonne partie de la somme. De l'autre côté, donc le couple, pas de célébration, pas de mariage, c'est pas de notre faute, donc je vois pas pourquoi on va payer. Et on pourrait ajouter à la question, qu'est-ce qu'il en est s'il y a un acompte qui a été versé? Comme ce qui se fait de manière générale, où au moment de la signature du contrat, on verse 20-30%, parfois même 50%. Donc au moment où ça a été annulé en raison de la guerre, le propriétaire de la salle dit écoutez, moi la compte en tout cas je le garde, donc qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va devoir l'obliger à rendre ou pas? On pourrait poser une autre question intéressante, c'est qu'est-ce qu'il en est, que se passe-t-il si la salle s'est déjà engagée dans des frais? Ils ont commencé même à préparer des plats, donc il y a vraiment des frais conséquents, etc. À ce moment-là, le propriétaire du patron dit bon, même si je vous rends la totalité de la compte pour la salle, mais par rapport aux frais qui ont été engagés, là je vais être obligé de vous demander de payer. Et troisième question qui va être très intéressante aussi, c'est qu'est-ce qui se passe si un couple a annulé le mariage, pas en raison de la guerre. Donc ils ont annulé pour une raison qui leur concerne au niveau du couple, le mariage a été annulé, mais une semaine après, il y a la guerre qui se déclare, et là toutes les salles annulent les mariages. Donc le couple il dit écoutez, c'est vrai qu'on a annulé la salle, mais de toute façon, même si on n'avait pas annulé, ça aurait été annulé en raison de la guerre. Donc pourquoi vous allez nous faire payer? Voilà trois questions qui peuvent être très intéressantes concernant donc tous ces mariages annulés. C'est vraiment des cas autour de moi, j'entends tous les jours, où on demande des mariages qui sont annulés. Alors c'est vrai qu'on tolère des mariages à 50 personnes, il y a même des salles qui se permettent de prendre des risques, etc. Ou bien qui demandent au couple de prendre sur eux le CNAS. En tout cas 50 personnes, c'est-à-dire que si moi j'ai réservé un mariage de 500 personnes et que la salle me dit écoutez, moi de mon côté vous pouvez faire le mariage de 50 personnes, pourquoi vous allez annuler? Ça on comprend tout à fait que c'est pas le contrat qu'on a fermé, c'est-à-dire que moi je veux un mariage à 500 personnes, je préfère attendre dans un mois, 2 mois, je ne veux pas payer maintenant pour 50 personnes, donc tu ne peux pas m'obliger à faire le mariage avec 50 personnes. Donc la question, qui c'est qui va sortir perdant? Qu'est-ce qu'on va faire payer? Qui va payer? Alors, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord faire une introduction concernant toutes ces annulations, pas forcément dans un cas de ce qu'on appelle Makkat Medina, une épidémie régionale, un fléau comme la guerre ou comme c'était le cas durant le Covid. Qu'est-ce qu'il en est dans une annulation de contrat en cas de force majeure quelconque par la contrainte, une contrainte quelconque? Qu'est-ce qu'il en est? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un ramat très intéressant dans Siman Shin Yud Bet, Roger Mishpat Shin Yud Bet Sif Yud Zayin, qui nous parle du cas d'effondrement d'une maison. D'accord? Donc j'ai loué une location immobilière pour 1 an, j'ai loué un appartement pour 1 an, et puis l'appartement s'effondre. Ou il y a un incendie, il n'y a plus d'appartement. Donc c'est un cas dans ma métier à Kouf Gimel où on parle que Sahar Baïdze, alors le propriétaire n'est pas obligé de me débrouiller un autre appartement ou de me réparer cet appartement, de le remettre sur pied pour devoir accomplir son engagement de la location pour 1 an. Il n'est pas obligé, parce qu'à partir du moment où la location elle était baïdzée, j'ai pas loué une maison quelconque, j'ai loué cette maison elle s'est effondrée, donc le propriétaire n'est plus obligé de me mettre sur pied, de mettre en place un appartement. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que je vais devoir payer pour toute la durée? C'est-à-dire que moi je me suis engagé pour 1 an, au bout de 6 mois la maison elle est tombée, il y a un incendie, est-ce que je vais devoir payer pour toute l'année? Alors la halakha elle dit, stipule que comme quoi je dois payer uniquement pour la période dans laquelle j'ai habité. Ça c'est la plupart des rishonim, même si je note, il faut quand même noter qu'il y a un avis du Réa, le Ritva sur place dans la Metzia Kouf Gimel au nom du Réa, c'est l'avis aussi du Tshuvot Maimoniot, eux considèrent que non, il faut le locataire devra payer pour toute la durée, pour toute l'année, même si la maison s'est effondrée au milieu de l'année. Puisqu'on considère que la location, c'est un peu comme une vente pour une année. Pour reprendre le lachon de la Gemara de Bametsia Nunvav, Srirut, même car les yomé. La location, ça a quand même une définition d'achat, de vente à un certain niveau, bien entendu, dans un référentiel de temporalité, mais c'est quand même une vente.
Donc, si c'est une vente, à partir du moment où tu as loué pour un an, de la même manière que quand j'achète un appartement, même si au bout de 2 mois il tombe, je ne peux pas me retourner sur. J'ai acheté, c'est mon mazal, c'est ma malchance, pareil. Si j'ai loué pour un an, c'est quelque part comme si j'ai acheté. Donc ça, c'est l'idée du réa. La plupart des régimes ne sont pas d'accord, ne partagent pas cet avis. Tu payes que sur la durée dans laquelle tu as habité. Et c'est tranché dans le Rama, chez Yudbet, c'est Fiudzaïn. Donc ça, c'est le cas de la maison qui s'effondre. Alors, si par exemple j'ai versé un acompte et j'ai déjà payé une bonne partie de la somme sur la durée que j'ai pas encore habité, alors c'est discuté. C'est vrai qu'il y a le Ra'anar. Le Ra'anar, c'était un des Gdolei Acharonim, d'accord. On parle du XVIe siècle, qui était Chacham Bashi en Turquie. Alors lui, il considère que c'est à partir du moment où tu as déjà payé, tu ne pourras pas récupérer ton argent. À partir du moment où il y a quand même l'avis du Réa qui dit que tu es chayav sur toute l'année. Mais ce n'est pas retenu la halakha, parce qu'on a le tas sur place, le netivot, il dit que non, pas du tout. À partir du moment où la maison s'est effondrée, je ne dois pas payer pour le restant de la location. Et même si j'ai fait une avance d'argent, je vais pouvoir récupérer cette avance. Alors si vous me demandez, est-ce que c'est uniquement dans un cas où la maison elle s'effondre, ou un incendie, ou même s'il y a une raison X qui fait en sorte que la maison ne devient pas habitable. Par exemple, j'ai un exemple simple, c'est il y a une invasion de souris. D'accord, j'ai loué un appartement pour un an, au bout de 6 mois, on ne peut pas vivre dans cet appartement, il y a des souris de partout, des rats. Donc moi je me retourne vers le propriétaire, je quitte l'appartement et je ne paye pas pour la suite du contrat. Alors le Mabit, Rabbi Yosef Matrani, 16e siècle aussi, donc Rav Atzfat à l'époque du Beth Yosef, il considère que c'est pareil, c'est considéré de la même manière que dans le cas de l'effondrement, je ne vais pas payer pour la suite du contrat. On retrouve la même idée dans le Netivot Siman Shinyud Sif Katan Bet, même si il faut quand même noter que le Machane Ephraim, Rav Ephraim Navon, dans Ilchot Srirut Perek Vav, lui, il veut considérer que non, dans un cas où la maison est sur pied et debout, se tient, quelque part, il y a les murs, il y a tout ce qu'il faut pour habiter, mais il y a une raison X qui fait que toi tu ne veux pas habiter à l'intérieur. Alors le cas là-bas du Mabit, c'était, il y a des voyous qui sont venus habiter dans cet appartement, qui sont venus se dominer le territoire, et donc tu dis moi je ne peux pas habiter avec eux. Le Machane Ephraim, il considère qu'à partir du moment où la maison est là, même si l'habitation n'est pas possible, mais la maison est encore là en bonne et due forme, donc tu ne pourras pas dire je m'arrête de payer pour la suite de la durée. Alors, ce Machane Ephraim, c'est quand même assez innovateur comme idée. A priori, au niveau de l'halakha, on retient pas comme ça, on retient plutôt comme le Mabit, comme le Netivot, que pour une raison quelconque où l'habitation n'est plus praticable, eh ben, je ne devrais plus payer pour le reste de l'année. Bien entendu, d'après tout le monde, si d'une certaine manière c'est habitable, mais de manière un petit peu plus difficile. C'est oui habitable mais un petit peu problématique, il y a des fuites, etc. C'est plus compliqué, mais ça reste, c'est quand même praticable. Là, tout le monde sera d'accord que tu devras payer pour tout le restant d'année. C'est une idée qu'on retrouve dans Baba Metzia Inchet par rapport à celui qui a loué un âne pour faire des transports, etc. Et puis que l'âne devient aveugle. Alors, à partir du moment où c'est encore praticable, tant qu'il n'est pas mort ou qu'il n'est pas complètement malade, mais on peut encore l'utiliser, ben, tu devras payer toute la somme. Ok, donc ça c'est dans les cas où indisposition du bien loué par effondrement, il n'y a aucune possibilité d'habiter dans ce bien. Alors on n'est pas rentré dans ce qu'on appelle les contraintes du locataire, d'accord ? Là on parlait des problèmes sur le bien loué. Même. Qu'est-ce qu'il en est s'il y a des contraintes, des cas de force majeure qui sont liés au locataire ? Par exemple, le locataire est décédé, donc il est complètement malade, il ne peut plus habiter dans cet appartement. Là, c'est un autre din. Ça, c'est dans la prochaine Mishpat Shina Mendalet, où on a une très grande marloquette entre le Rashba qui nous dit que tu devras payer pour toute la durée. Le Maharam Rotenbourg, il dit que tu ne payeras pas, les héritiers, par exemple, dans un cas de décès, les héritiers ne payeront pas pour toute la durée, mais uniquement pour la durée habitée. Alors, en général, le Shulchan Aruch, il ne s'est pas vraiment exprimé. C'est le Rama qui a amené les deux avis, bien que le Beth Yosef, lui, pense complètement comme le Rashba qu'on doit payer l'intégralité de toute l'année. Donc, le Machane Ephraim, le Tzemar Tzedek, le Minchat Pitim, Rabbi Meir Hari considèrent que l'avis du Shulchan Aruch, c'est comme le Rashba, on doit payer l'intégralité de toute l'année. Le Rama, les Ashkenaz, on ne paye pas toute l'année. Par contre, si on a fait une avance d'argent, on ne pourra pas récupérer son argent. Donc ça, c'est concernant... tout ça concerne tous les cas d'annulation en raison d'une force majeure, d'un cas de contrainte
qui n'est pas lié à quelque chose de régional. Maintenant, nous, ce qu'on a envie de parler à partir de maintenant, c'est qu'est-ce qu'il en est pour une Makat Medina, un fléau national, une épidémie régionale, où c'est pas uniquement ma maison qui est touchée, mais c'est toute la région, comme un petit peu le cas actuel par rapport aux salles de mariage, où il y a un décret gouvernemental comme quoi il n'y a pas de mariage, donc toutes les salles de mariage sont annulées. Là, alors, c'est la suite du Rama. Le même Rama, chez Yudbet Yudzaïn, il parle, attention, si on est dans un cas où il y a Makat Medina, il y a un incendie dans toute la région, etc., donc la location n'est plus possible, mais c'est pas quelque chose de particulier, mais régional. Alors le Rama, il dit, dans ce cas-là, je ne payerai pas pour la suite des événements, et je pourrais même déduire de ce que je devais payer. Donc c'est basé sur une Gemara dans Baba Metzia Koufé. Là, on parle de quelqu'un qui a signé un contrat de fermage pour travailler sur la récolte d'un champ et qu'au final il y a eu une invasion de sauterelles qui ont tout dévoré, ils ont dévoré toute la récolte, ou que le champ a été complètement desséché et donc la récolte a été complètement perdue. Menake Mechikore, c'est-à-dire que ce que je dois payer, je déduis, je ne paye pas tout, je déduis de cette perte-là. Donc on voit clairement que dans Makat Medina, si j'ai loué une maison, et il y a une Makat Medina qui fait qu'on ne peut plus habiter dans cette maison, une épidémie régionale de peste, etc., personne ne peut habiter, a priori, je ne dois pas payer pour toute la période où je ne vais pas pouvoir habiter. Alors quand on lit ce roman, on ne comprend pas trop, parce que au début du Sif, il nous parle d'un cas de la maison qui s'effondre, et donc il me dit, je ne dois pas payer. Et dans un cas de Makat Medina, si par contre ça s'est effondré, c'était un fléau régional, je ne dois pas payer. Alors où est la différence? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Makat Medina pour... Finalement, c'est une règle qui est déjà établie, même indépendamment de Makat Medina. C'est vrai que dans une contrainte du locataire, on a vu que le deal n'est pas comme ça, mais dans une contrainte sur la maison, où la maison s'est effondrée, il y a un incendie, on a vu aussi qu'on ne doit pas payer pour toute la période dans laquelle on ne va pas habiter. Donc qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le cas de Makat Medina? Alors cette question, les commentateurs autour du Shulchan Aruch la posent, le SMA, et le Netivot, lui, ce qu'il propose, c'est de dire oui, la différence, elle va être dans le cas d'avance d'argent. Dans le cas où, comme on a dit, on a versé un acompte. Où là, on fera une grande différence entre sans Makat Medina et Makat Medina. Sans Makat Medina, le propriétaire, il pourra dire Kimli comme le Réa. C'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure que la vie du Réa, c'est que même dans une maison qui s'effondre, je dois payer l'intégralité de toute l'année. Eh bien, alors évidemment, on n'est pas posé que la halakha dans le cas où je n'ai pas avancé d'argent, mais s'il y a une avance d'argent, le propriétaire dit moi je garde cet argent. Par rapport à cet avis du Réa, et donc on considère que cet effondrement c'était sur la malchance du locataire, moi je garde mon argent. Alors que dans le cas de Makat Medina, là non, là on demandera au propriétaire, quoi qu'il en soit, à partir du moment où c'est un fléau national, même s'il y a eu une avance d'argent, tu dois rendre l'intégralité de la somme. La dernière question qu'il faut se poser, c'est est-ce que, sur le cas de la Mishnah de Makat Medina, le cas repris par le Rama, on parle que la maison a été impactée, a été touchée, ou a été détruite, ou que dans l'histoire du champ, il y a des sauterelles qui ont dévoré toute la récolte. L'histoire du Rama, il y a un incendie dans toute la région, donc la maison elle est plus du tout habitable. C'est la maison qui a été touchée, c'est les murs qui ont été touchés. Mais qu'est-ce qu'il en est si c'est quelque chose d'extérieur, c'est touché indirectement, c'est-à-dire qu'il y a un décret qui fait qu'on n'a pas le droit d'habiter ici. Les maisons, le propriétaire, le bailleur, il dit écoute, moi ma maison elle est là, elle est intacte, il n'y a pas de problème, tu peux habiter. Sauf qu'il y a un décret où il n'y a plus d'avion par exemple. J'avais loué, moi j'habite en route Saint-Laret, il n'y a pas d'avion à cause d'un fléau national et donc je ne peux pas arriver dans ton appartement. Oui, mais le propriétaire, le bailleur, il dit ouais d'accord, mais ma maison elle est là, elle est disponible. Donc est-ce que ça change quelque chose? Alors on a le Machane Ephraim dans Srirut Perek Zayin qui veut nous dire que dans ce cas-là, on ne parle plus de Makat Medina. Makat Medina, c'est tel que la Mishnah l'a décrit, c'est quand la maison a été touchée. Mais si, je ne sais pas, il y a un décret que les gens ne doivent pas habiter dans cet endroit-là, ou peut-être même le cas de la peste où les gens s'enfuient, mais la maison elle est habitable, elle est disponible, elle est praticable, donc on ne parle plus de Makat Medina. Il s'appuie sur le Maharam de Tiktin et considère que ce n'est pas considéré comme un cas de Makat Medina. Mais quand on voit le char dans Siman Shin Lamed Dalet, le Taz aussi, ou quand on regarde le Minchat Pitim, Siman Shin Chaf Aleph, c'est sur le chapitre de Makat Medina, eux ils considèrent que non, tous les cas où, pour une raison nationale, gouvernementale, dans toute la région, ou dans la majorité de la région, ça aussi c'est une discussion, on ne peut pas habiter pour une raison ou une autre, c'est considéré comme Makat Medina. Donc si je conclus, dans ces histoires de mariage qui ont été annulées en raison de la guerre,
Alors, je parle d'un cas où, évidemment, alors ici le gouvernement interdit aux salles de réception d'ouvrir leurs salles pour des cérémonies, pour célébrations de mariage. Et même si c'est aussi, par exemple, la salle elle est peut-être disponible, mais les invités sont interdits, il n'y a pas d'avion, etc. On peut considérer ça comme Akat Medina. Et donc a priori, je ne dois pas payer du tout la somme, mais plus que ça, même la compte que j'ai versée, a priori, doit être rendue. D'ailleurs, j'ai vu au nom du Rav Sariel Rosenberg qui a tranché comme ça, au nom du Rav Mendel Shafran, un grand dayan de Abnebra, qui tranche aussi que, d'après la halakha pure, la somme doit être rendue. Rav Nissim Karelitz, lui, il considère que sur la compte qui a été versée, on demandera de rendre que la moitié. Donc, voilà, en tant que, si on fait un acte de montée, je pense que si on a versé un acompte, c'est peut-être mieux de ne pas demander plus que la moitié, mais il faut quand même se rappeler qu'au niveau de la halakha pure, il est fort probable qu'on puisse même réclamer toute la somme. Donc ça, c'était le premier sujet. Alors, pour être très bref sur les deux questions qu'on a ajoutées, sur l'histoire des parts, d'accord? Donc la salle, il dit, ok, moi je te rends toute la somme, maintenant j'ai quand même commencé à préparer des parts, j'ai engagé des sommes pour commencer les préparations de mariage, ça tu dois me les payer. Alors ça, a priori, ça dépend d'un sujet très intéressant. À la fin du Siman Shenamen Gimel, c'est Ifret, le Shulchan Aruch, il cite un enseignement au nom du Roche. Comme quoi, si je dis par exemple à un employé, écoute, crée-moi une armoire et je te la paye. D'accord? J'ai besoin d'une armoire 6 portes, une grande armoire de 2,40 m, crée-la moi et donc je te paye. Ok? Donc l'employé il crée son armoire, une fois qu'il a fini, il dit voilà, elle est prête l'armoire, il dit ah, excuse-moi, j'ai plus besoin d'armoire, j'ai une contrainte qui fait que voilà, je dois changer de pied, j'ai plus d'armoire, plus besoin d'armoire. Est-ce que ça m'oblige de payer? Donc ça c'est un Shulchan Aruch au nom du Tshuvot HaRosh qui dit que tu devras payer en fonction du principe de Garmi. Je vais causer un dommage même de manière indirecte, mais à partir du moment où c'est un dommage évident, à cause de moi, il a des dépenses et il doit créer son armoire, ça m'engage, donc je suis obligé de payer. Mais la question qui se pose là-bas, c'est est-ce que, parce qu'en réalité, lui il a créé son armoire, c'est pas moi qui lui a fourni le matériel, c'est lui, avec son propre matériel, il a été acheter du bois, acheter tout ce qu'il faut, il a créé une armoire. Donc est-ce que c'est considéré comme un achat ou comme une prestation, un service Sriut Poalim? Parce que finalement, c'est lui qui a créé l'armoire, et moi je lui achète. Donc en fait, c'est un achat d'armoire, c'est une vente, ou bien c'est Sriut Poalim, c'est un engagement par rapport à un employé. Ça, c'est la grande question là-bas. Alors là-bas, on voit clairement que c'est considéré comme une vente. C'est considéré comme une vente, et c'est pour ça qu'on parle du principe de Garmi. Mais les Mefarshim, les commentateurs, ils se disputent pour savoir si, est-ce que dans tous les cas, par exemple dans le cas du mariage, d'accord, j'engage un traiteur pour me faire des parts. Alors lui, c'est pas moi qui vais lui fournir le matériel, c'est lui qui s'organise tout seul, qui achète ce qu'il faut et qui me prépare. Est-ce que c'est considéré comme une vente ou comme un service, une location de service? Et ça, c'est une grande question. Donc le Maharas Sasson, Rabbi Eliyahu Sasson, qui était Rav à Salonique, et ensuite Rav en Turquie au XVIe siècle, donc lui, il considère que à partir du moment où le matériel appartient à l'employé, on est dans de la vente et non pas dans de la péoula, dans un service, dans une location de service. On est dans de la vente. Et c'est une idée aussi reprise par le Aruch HaShulchan, même s'il y a pas mal d'avis qui ne sont pas d'accord avec ça, tels que le Netivot ou le Chazon Ish, ils considèrent que le cas du Shulchan Aruch, c'est uniquement parce que j'ai précisé, crée-moi une armoire, je vais te l'acheter. Mais dans un cas comme un catering où je n'ai pas précisé de cette manière-là, où quelqu'un me fait un service, même s'il a fait ça à partir de son matériel, c'est pas forcément considéré comme une vente, mais ça sera considéré comme une Sriut Poalim. Et donc la différence, elle sera, est-ce que on considérera ça comme, si on est dans Sriut Poalim, alors évidemment je dois payer. Si on est dans une histoire d'engagement par rapport à un employé, alors honnête, pas honnête, je vais être tenu de payer. Alors que si on est dans une histoire de vente, donc là, pourquoi je dois payer? Finalement, moi je ne suis pas intéressé. Pourquoi je dois payer? Le Roche, il nous dit à cause de Garmi. Alors, on a un principe que Garmi, Béonès, je ne suis pas tour. Donc, si on considère, comme le Maharas Sasson, qu'on se base ici sur une histoire de Garmi, et donc on est dans Garmi Béonès, il se peut, il est fort possible qu'on sera exonéré de payer. J'ai vu rapporter au nom de Dayanim qu'il faut arriver à un compromis de moitié-moitié. Dernière question, avec ça on va conclure de manière très brève, c'est l'histoire du couple qui annule le mariage avant que la guerre ne se déclare, mais juste après la guerre se déclare. Donc il se tourne vers le propriétaire de la salle, il dit, de toute façon ça se serait annulé de manière automatique, donc pourquoi on va payer? Alors il faut savoir que c'est un sujet explicite dans le Shuttarama,
Le Rama, dans ses responsables au Siman Noun, il parle exactement de ça. Là-bas, il parle d'un cas de figure où les gens d'une communauté s'étaient engagés, avaient signé un contrat pour avoir un rave dans leur communauté, et ensuite ils se sont désistés. Et une semaine après de se désister, il y a eu une peste dans la ville, il y a eu une épidémie très forte où de toute façon il n'y a plus de rave, plus de communauté, plus de rien du tout. Et donc ils disent ok, on avait signé un contrat pour te payer tant à l'année, etc. Mais de toute façon, on a annulé, mais de toute façon ça se serait annulé à cause de l'épidémie. Le Rama a dit, épidémie, pas épidémie, vous êtes déjà engagé, vous avez annulé avant l'épidémie, donc le chiyuv, il est là. Peu importe s'il y a une épidémie après qui fait que de toute façon, le chiyuv il est là, vous êtes tenu de payer. Donc ça c'est un Rama très intéressant dans Siman Noun, qui est cité qui est rapporté dans Rabbi Akiva Eiger sur la Haga du Shulchan Aruch dans Siman Shin Lamed Dalet, et aussi dans le Pitrit Teshuva sur Siman Shin Lamed Gimel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Sha'ar Mishpat ne partage pas du tout, donc dans Siman Shin Lamed Gimel Sif Katan Aleph, ne partage pas du tout cet avis-là. Il essaye de comprendre d'où le Rama aurait sorti ça, à partir d'une ma dans ma Metzia Lamed Vav Amud Bet, sur le cas de Trilato Bepshia Vesofobone, etc. On ne va pas rentrer en profondeur, mais il dit, même s'il s'appuie sur cette Gemara, il y a une différence monumentale. Et donc le Sha'ar Mishpat, il dit, moi je ne comprends pas du tout ce que tu dis, si de toute façon ça doit être annulé, il y a une preuve dans Baba Metzia Kuva avec l'histoire des sauterelles, il y a une preuve d'un Ritva Kiddushin Tetzain, je ne veux pas trop rentrer en profondeur. Il dit, moi je considère qu'on ne pourra pas obliger la personne de payer à partir du moment où de toute façon c'est quelque chose qui était annulé, qui était sur le point de s'annuler. Donc on aura du mal ça reste quand même un safek au niveau de la halakha, un doute au niveau de la halakha. Le faire payer on ne pourra pas, parce que le Sha'ar Mishpat il est quand même très fort, il ne comprend pas du tout cet avis du Rama. Par contre, si il y a un acompte qui a déjà été versé, on aura du mal aussi à le faire sortir, puisque ça reste quand même un safek au niveau de la halakha, et le propriétaire pourra dire, moi je pense comme le Rama, et donc toi tu es chayav, je ne te rends pas. Donc voilà,